Bonjour à tous, je suis Amadou Sanankwa, donc je suis managing partner du cabinet OnPoint. Donc on m'a donné la lourde tâche de vous entretenir sur le boom immobilier sur Abidjan. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire sur les 20 prochaines minutes. Juste pour nous présenter, donc nous sommes le cabinet OnPoint. On existe depuis une quinzaine d'années. On est actif sur le conseil, la data et le digital. Donc, on accompagne nos clients dans leur journée de transformation. Sur le volet conseil, on a beaucoup travaillé avec l'État, notamment sur le PND. On a travaillé sur la politique industrielle. Et plus récemment, on a travaillé sur la structuration du programme de logement social, des 100 000 logements sociaux au Sénégal. Mais de façon générale, on intervient sur beaucoup de problématiques stratégiques et organisationnelles. Chemin faisant, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de problématiques sur la data dans nos marchés. Donc on a créé une équipe qui fait de l'agrégation de données. Donc par exemple, sur le secteur immobilier, depuis une dizaine d'années, on collecte de la data primaire et secondaire pour créer des bases de données qui puissent informer les prises de décision dans le secteur bancaire et pour les politiques publiques et pour les investisseurs. Et le dernier, si on veut, ligne de service qu'on a, c'est le digital où on développe des solutions autour de la data et puis des logiciels intégrés pour les acteurs du secteur immobilier, entre autres. Donc voilà qui on est. Donc on intervient sur une vingtaine de pays. Donc pour parler sur l'immobilier, je suis désolé, j'ai l'impression que ça fait des échos. C'est bon? C'est bon? Ok. Donc pour parler du secteur immobilier, on dit qu'il y a un boom, mais en réalité, il y a beaucoup de sujets. C'est un secteur qui s'est beaucoup développé sur les 10 dernières années. Si on veut poser des questions sur à quelle vitesse se développer, quel est le niveau de maturité, quel est le niveau de la demande, comment on définit la demande sur le secteur immobilier. On a beaucoup parlé de financement, mais si on est un acteur du secteur financier, quelle portion du marché est bancable en réalité, que ce soit côté promoteur ou côté acquéreur, comment est-ce que l'offre s'est développée et quel est le niveau de risque tout simplement qu'on prend quand on investit dans ce secteur, même si on sait qu'il est rentable, même si on sait qu'il a d'énormes perspectives. Donc pour ça, on va choisir de faire un peu un tour d'horizon sur des sujets divers. Donc parler d'abord des ressorts de croissance de la Côte d'Ivoire en termes économiques, en termes démographiques, parler un peu de la ville d'Abidjan, de sa dynamique, le secteur en lui-même, comment évolue la chaîne de valeur de l'immobilier, l'offre, la demande. On a beaucoup entendu le chiffre de 800 000 logements de demande. Est-ce que cette demande est réelle? Est-ce qu'elle est bancable? Est-ce qu'elle est finançable? Le secteur financier, quel est son dimensionnement par rapport aux besoins du marché et quelles sont les perspectives? Donc, si on traite le sujet macro, donc la Côte d'Ivoire aujourd'hui, plus grosse économie de la zone UEMOA, 3% de croissance démographique, 6% de croissance, entre 6 et 7% en 2016-2020, à peu près 40 000 milliards de PIB. Soit dit en passant, le PIB a doublé sur les 10 dernières années, donc la taille de l'économie a doublé sur les 10 dernières années. Donc le dynamisme économique est réel. Quand on le compare aux autres pays de la zone, donc la Côte d'Ivoire, c'est 29 millions d'habitants, donc c'est le pays le plus peuplé. Toute la zone est en forte croissance démographique. C'est le pays le plus urbanisé, à 52%, et c'est de loin la plus grosse économie. Donc voilà quelques chiffres sur l'économie. Donc je vous disais à peu près 6% de croissance en moyenne, 2,9% de croissance démographique. La population d'Abidjan, officiellement, un peu moins de 6 millions d'habitants. Population de moins de 15 ans, 41%. Chômage actif, à peu près la moitié de la population. Donc ça impactera un peu le niveau de demande sur le secteur immobilier. Donc si on veut regarder la croissance immobilière, on a fait 6%
Le Covid est passé par là. On est passé à 2%. Soit dit en passant, si on regarde les pays de la sous-région, la majorité était en territoire négatif. Et puis, ça fait une reprise en V. On est reparti sur des taux de croissance historiques moyens. Après, il y a des sujets sur la soutenabilité de cela, mais peut-être on pourra y venir un peu plus tard. Donc, si on pose la question d'où est venue la croissance, en réalité, tous les engins de l'économie se sont bien comportés. La consommation a apporté une grosse partie de la croissance. L'investissement, aujourd'hui, on est sur des taux d'investissement de l'ordre de 25% du PIB quand on prend le public et le privé, ce qui est le niveau qui est requis un peu pour un décollage dans les pays émergents de façon soutenue. Il y a eu l'État avec toutes les dépenses publiques qu'il y a pu y avoir. Donc la croissance est bien distribuée. Si on regarde sur l'ensemble des secteurs de l'économie, vous regardez les taux de croissance sur la droite, vous voyez que la majorité des secteurs sont en croissance. Sur le secteur qui nous intéresse, la construction, c'est le orange clair que vous voyez. Donc c'est la ligne qui commence à 1118 qui se termine à 1800 en 2016-2022. Donc en gros, le secteur de la construction, il croît 1,5 fois le taux de croissance du PIB, à peu près 9%. Donc c'est d'où le boom qu'on voit. Après, la question reste posée de savoir si cette croissance est portée par l'immobilier ou par les travaux publics. Et la réponse est que, historiquement, la croissance est tirée en grande partie par les travaux publics et les travaux d'infrastructure. Dans tout ce qui est route, les travaux de la Cannes que vous avez pu voir, et tous les travaux d'infrastructure qui ont pu être réalisés. Soit dit en passant, je pense que sur le programme routier de l'État, par rapport à ce qui était prévu dans le PND, il y a un taux de réalisation de 80%. Donc la question reste posée sur la soutenabilité de la croissance dans le secteur, parce que mécaniquement, la portion du BTP va baisser. Et est-ce que les autres secteurs du privé vont pouvoir prendre le relais? Sur les sujets démographiques, donc comme on disait, il y a 40 millions de personnes. On parle beaucoup de dividendes démographiques, mais ce que ça veut dire concrètement, c'est que par classe d'âge, il y a 1 million de personnes. Donc, si on prend les 18-19 ans, il y en a 1 million, etc., etc. Donc, sur les 10 prochaines années, chaque année, vous avez une vague d'1 million de personnes qui arrivent sur le marché du travail, donc qui est le ressort fondamental de la croissance du secteur. Maintenant, quand on regarde comment est-ce que cette classe active est distribuée, aujourd'hui, si on regarde la population en âge de travailler, il y a 17 millions de personnes sur 30. Donc, ici, la population en âge de travailler, c'est en général la population de 15-59 ans. C'est comme ça que c'est défini. Donc, actif, 7,5 millions. Donc, population en emploi, on parle de 8,5 millions de personnes. Et dans ces 8 millions de personnes, il y a simplement 1,1 million qui sont employés dans le secteur privé. Donc, ça veut dire qu'il y a 7 millions de personnes qui sont dans l'informel. Donc, ça implique capacité de mobilisation de l'épargne, niveau de formalisation de l'économie. Donc, les ressorts de développement du secteur vont bien au-delà des problématiques microéconomiques. Il y a quand même beaucoup de contraintes structurelles. Donc maintenant, si on regarde le Grand Abidjan, on avait dit la Côte d'Ivoire, c'est le pays le plus urbanisé de la zone, 52%. Donc 52% vivent dans les villes, 39% sur Abidjan. Quand on regarde Abidjan aujourd'hui, en fait, c'est l'histoire d'au moins 3 villes en nul. Il y a Yopougon, 1,5 million officiellement, en tout cas. Abobo, 1,3 million officiellement. Donc, on peut mettre Anyama avec Abobo, Songon avec Yopougon et puis tout le reste. Donc, c'est au moins l'histoire de 3 villes. Si on prend le district d'Abidjan et le Grand Abidjan, donc l'orange clair, c'est le district d'Abidjan. On rajoute Bingerville, Brofo-Doumé, Anyama, Songon. Vous voyez que Songon, c'est au moins 4 fois la taille de Yopougon. Donc en réalité, la ville d'Abidjan, contrairement à Dakar, n'a pas vraiment de limite géographique. On parle beaucoup de construire en hauteur. OK. Il y a le raisonnement économique derrière et tout ça. Mais en réalité, la contrainte géographique n'existe pas. Mais la contrainte de viabilisation, elle existe. La contrainte de financement, elle existe.
Et puis la contrainte de où est-ce que les consommateurs se voient vivre. Donc si on regarde un peu la dynamique un peu démographique par commune, elles sont toutes en croissance. Les banlieues, Songon, Bingerville, Anyama, elles ont triplé de taille en 2014 et 2021. Des communes comme Cocody, Port-Bouët, elles ont doublé de taille. Donc on est quand même sur des très forts taux de croissance dans la ville. Ça témoigne un peu du dynamique. Donc si on fait un zoom sur les hotspots d'où les développeurs développent, les plus grosses densités, c'est Grand Bassam, Cocody, Bingerville, Songon, Anyama. Si on regarde par standing, vous voyez que c'est principalement du moyen standing et du haut standing, avec un peu de logement économique à Songon et à Nyama. Donc, il y a un schéma directeur d'Abidjan. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de travaux d'infrastructures qui sont en cours. Il y a beaucoup de pôles qui émergent dans la ville. La zone Engré jusqu'à Drogobité, un nouveau pôle de développement. La zone d'Anyama. Il y a plusieurs zones industrielles qui sont en train de se faire. La nouvelle route menant à Assini crée un autre vecteur de développement. Il y a au moins 4-5 vecteurs de développement sur la ville, avec encore une fois les contraintes d'urbanisation qui peuvent exister, les contraintes de financement. Donc si vous êtes investisseur aujourd'hui, on va dire, vous avez l'embarras du choix, mais la question est toujours de dire, est-ce qu'elles ont le même niveau d'attractivité? Donc, sur la demande immobilière, si on regarde un peu la pyramide de la Côte d'Ivoire, et qu'on se pose la question, quelles sont les différentes classes de revenus ou les différents CSP? La manière dont nous on le définit, c'est les hauts standing qui ont entre 1,5 million et 5 millions de revenus. La classe aisée, donc 750 000 à 1,5 million. La classe moyenne, 500 000 à 750 000. La classe moyenne inférieure, 300 000 à 500 000. Et puis tout ce qui est en bas, on va dire, c'est populaire. Donc quand vous voyez la pyramide ici, tout ce qui est classe aisée et autres, c'est 12% de la population. Vous avez 11% sur la classe moyenne supérieure et 32% sur la classe moyenne inférieure. Si vous posez la question, combien de personnes sont propriétaires? C'est environ 16% de la population, avec une distribution évidemment qui augmente par classe sociale. Mais le point, c'est que tous les segments restent adressables aujourd'hui. Sur la question de... avant de parler de la demande, il y a une question fondamentale sur la pyramide qui est de dire quel pourcentage de cette population peut être adressé par le secteur immobilier. Quand on regarde dans le détail, si on raisonne en capacité d'endettement, une personne aisée, avec le niveau de revenu moyen qu'on constate sur le marché, elle peut s'endetter à hauteur de 52 millions. Si on tient compte de la quotité cessible et de tous les paramètres que les banquiers appliquent. La classe moyenne supérieure, 26 millions. La classe moyenne inférieure, 17 millions. La classe populaire, 10 millions. Et la classe pauvre, 5 millions. Les prix moyens du marché, c'est 39 millions. Donc ça veut dire qu'en gros, une grosse partie de la classe moyenne est à l'ouest. Pourtant, si on leur pose la question de savoir combien veulent devenir propriétaires, il y en a au moins 40% qui disent qu'ils veulent être propriétaires dans un avenir de 3 ans. Et c'est le cas sur tous les segments. Maintenant, si on pose la question de la demande, tout à l'heure on parlait du chiffre de 800 000, mais en réalité, quand on regarde les prix moyens des biens sur le marché, des prix d'acquisition minimum qui sont de 12,5 millions sur le marché, dans la définition du logement social, en réalité, les foyers qui peuvent et qui ont le désir d'acheter, c'est 500 000 logements à peu près. C'est 500 000 foyers à peu près. 454 000 pour être exact. Si on ramène ça à un flux annuel, c'est environ 60 000 foyers par an. Si on ramène ça à ceux qui sont finançables dans les critères du secteur bancaire, c'est 20 000 foyers. Donc ça vous donne un peu une idée des ordres de grandeur. Quand on pose la question de ce que les gens veulent, en gros, où est-ce qu'ils veulent vivre, il y a Grand Bassam, Bingerville qui reviennent beaucoup. Après, il y a Cocody, Songon, un peu d'Anyama. Donc ça varie un peu par classe sociale.
vous avez les budgets d'acquisition, donc qui vont de 12 millions à 67 millions, en termes de ce que les gens disent avoir comme budget. Et en termes de ce qu'ils veulent, il y a 26% qui souhaitent être en appartement et 64% en villa. Soit dit en passant, ce chiffre a beaucoup évolué parce que si vous repartez 10 ans en arrière, il n'y avait pas 5% de la population qui voulait vivre en appartement. Donc, si vous repartez en 2015, il y avait 8% de personnes qui voulaient vivre en appartement. Aujourd'hui, il y en a un peu plus que ça, 26%. En termes de typologie de demande, aujourd'hui, on va dire le gros de la demande est sur l'économique et puis le social. Mais en réalité, et voilà, bon, ça c'est la cartographie d'un peu où les gens veulent être. Donc Grand Bassam est le plus populaire, après Bingerville. Et puis après, c'est plus ou moins distribué équitablement sur Cocody, Yopougon-Songon. Et sur l'offre, en réalité, aujourd'hui, le secteur ne produit que 7000 logements par an, en moyenne. Donc, une demande notionnelle de 60 000 logements, une demande finançable de 20 000, une capacité de production de 7 000. Donc, la tension du marché, elle se situe à ce niveau-là. Donc, premier point, il y a un déséquilibre de l'offre et de la demande. Deuxième point, les promoteurs, en fait, sont ceux qui produisent le moins dans le marché. Les particuliers produisent 2,5 fois plus que les promoteurs. Donc, bon, là, c'est une vision un peu de l'offre. Donc, une grosse partie de l'offre sur Bingerville, Songon, et dans une moindre mesure Bassam. Quand on regarde les prix moyens du marché, le gros de l'offre, c'est sur le moyen standing et le haut du marché, alors que le gros de la demande est sur le bas du marché, comme vous avez vu. Donc bon, ça c'est juste une idée des fourchettes de prix. Et le dernier point, c'est qu'en réalité, la capacité de production des développeurs aujourd'hui, elle est relativement faible. Il y a très peu de développeurs qui produisent plus de 100 unités par an. Et dernier point, sur l'équilibre de l'offre et de la demande. Donc, il y a une demande notionnelle de 60 000 logements, mais en réalité, il y a des gaps sur tous les segments par rapport à l'offre qui est offerte. Il y en a beaucoup que je vais facturer. Là, je vois beaucoup de gens prendre des photos. Là. Et en réalité, il y a toute une partie du marché aujourd'hui qui n'est pas adressée, en fait. OK. Et puis, bon, dernier point sur le secteur bancaire. On parlait tantôt de la capacité de financement de l'économie. En réalité, si vous regardez le volume de financement du secteur bancaire, si vous repartez 2017, 2018, la barre orange, là, on était autour de 140 milliards. Sur les deux dernières années, on a atteint 500 milliards. Donc, le financement est en croissance dans le secteur. Mais ça reste minime par rapport au volume de crédit octroyé, qui est de 6 400 milliards. Et après, si vous posez la question des maturités, donc quelle est la volumétrie de crédit à plus de 10 ans dans le marché? Sur 6 400 milliards, il y en a 47 à plus de 10 ans. Donc ça veut dire que le marché du long terme, donc en Europe, en Amérique du Nord, les crédits immobiliers, c'est du 20-25 ans. Ici, ce n'est pas encore le cas, la majorité sont autour de la dizaine d'années. Donc la contrainte de financement est importante. Donc si on parle des 60 000 logements à un prix moyen du marché de 39 millions, pardon, la demande théorique de financement, c'est 2 000 milliards par an par rapport aux 500 milliards qu'on a ici. Donc le sujet du financement est entier, d'où toute la discussion sur comment est-ce qu'on arrive à créer de la ressource longue dans le secteur bancaire, comment est-ce qu'on arrive à améliorer la captation de l'épargne, etc., etc. C'est des gros sujets structurels qu'il faudra résoudre pour que tout ça soit soutenable dans le long terme. Donc voilà un peu sur les tendances. Donc si vous êtes développeur aujourd'hui, sur le positionnement, il y a quand même des vraies questions qui se posent maintenant. Où est-ce que vous constituez du foncier? Il y a quand même l'embarras du choix.
l'adéquation des programmes avec les besoins des consommateurs et les budgets. On va dire aujourd'hui, aux volumétries où on est sur le marché, les risques ne sont pas très élevés. Quand on fait 100, 150 villas, ça se vend. Mais quand on va commencer à rentrer dans des volumétries à 500 logements, 1000 logements, 1500 logements, les profils de risque vont être très différents. Donc, la question sur les dimensionnements de programmes sera importante. La question sur l'équité de marque des développeurs. Quand on pose la question aux consommateurs, quels sont les développeurs qui reviennent le plus, il y a un mismatch un peu entre les capacités des développeurs et ceux qui sont les mieux perçus. Ceux qui reviennent le plus, dans certains cas, sont des développeurs qui n'existent même plus sur le marché. Il y a des sujets sur l'excellence opérationnelle, donc on a parlé de la verticalité, on a parlé des nouvelles techniques de construction, notamment le préfa, l'intégration de nouveaux matériaux de construction, et puis tout ce qui est sourcing, puisque tous les matériaux de construction ici, à 80% sont importés. Et puis sur le financement, c'est la capacité des développeurs à sécuriser des financements et d'être moins dépendants de la vente en état futur d'achèvement, qui est quand même porteuse de beaucoup de risques, et aller de plus en plus vers du scoring de la clientèle, parce qu'in fine, les banquiers sont les clients du secteur aussi. Donc pour terminer un peu la présentation, il y a beaucoup de sujets sur les politiques, on va dire, immobilières. Peut-être pour revenir sur la problématique du logement social dont on parlait tout à l'heure, la réalité de ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de marché sur le logement social parce que les banques ne financent pas spécialement. Les consommateurs n'ont pas la capacité d'acheter au prix de 12 millions. Donc il y a la question fondamentale, est-ce qu'on veut qu'ils soient locataires ou propriétaires? Parce que si on veut qu'ils soient locataires, le modèle c'est d'avoir des foncières qui achètent, qui absorbent le risque de marché et qui les remettent en location aux classes défavorisées, versus traiter tout le marché comme des primo-acquérants. Donc il y a ce sujet-là, il y a le modèle économique du logement social, parce qu'en réalité, à 12 millions, ça exclut quasiment la moitié de la population. Donc le budget pour absorber la demande dans le bas du marché, il est entre 7 et 10 millions. Donc il y a la notion de comment baisser les coûts de construction et comment absorber, comment absorber ces baisses-là. Et puis il y a la notion de mixité sociale sur le marché. Donc avec tous ces développements qui se font, quand on regarde le poids du loyer dans le budget des classes sociales, si vous regardez le poids du loyer dans le salaire des classes sociales défavorisées, c'est quasiment la moitié du revenu qui est dépensé sur le loyer. Donc ça pose vraiment la question de la baisse des coûts des loyers pour le bas du marché, parce que clairement, ce n'est pas soutenable. Donc pour tout le reste, je pense que c'est des sujets qui ont été plus ou moins adressés, donc peut-être que je vais m'arrêter là. Merci beaucoup à M. Sanonkwa. Je pense que ces informations très enrichissantes, on a même eu des petites photos, donc c'est pas mal. On l'acclame très fort, s'il vous plaît. Des questions, s'il vous plaît? Le micro arrive. Un micro très élégant. Merci pour l'élégance du micro. Il est fermé. C'est bon. Bonjour à tous, merci pour la qualité de la présentation. J'ai noté juste 2 points qui me surprennent, à moins que je n'ai rien compris. Il y a une distorsion dont je ne comprends pas le rationnel entre la demande et l'offre, alors que typiquement ce serait un marché où les commerçants seraient heureux, donc des besoins potentiels qui sont bien catégorisés, mais une offre qui est en distorsion avec la demande. Donc ça, c'est assez anachronique comme approche, à moins que les promoteurs ne comprennent pas leur marché.
Le deuxième point, c'est le fait qu'il y ait autant de demandes et finalement peu d'acteurs sur les offres. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Soit les acteurs ne sont pas très bons, donc Williams, il a peut-être ou encore beaucoup de travail à faire, ou alors les banquiers ou l'État sont en dysfonctionnement. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas avec un tel potentiel. Sur le premier point, je pense, en fait, le gap, en tout cas, nous, on l'a observé sur tous les compartiments du marché. Donc, on a un déficit structurel sur le marché. Maintenant, je pense que les développeurs ont choisi d'aller sur les segments les plus rentables. Donc, ils ont choisi de servir le haut de gamme et puis le moyen de gamme, donc la tranche 60 millions et plus. C'est là où le gros de l'offre est concentré. Mais fondamentalement, je pense qu'il y a une vraie limite sur le financement du secteur. Et il y a peut-être aussi des sujets opérationnels sur les capacités de production des développeurs. Parce que comme on dit, il y a très peu de développeurs qui sont capables de sortir plus de 500 logements par an. Même 100. Donc, en termes opérationnels, en termes de structuration financière, il y a des sujets. Donc, pour nous, c'est plus un supply side constraint qu'autre chose. Plus de questions? Si, question. Ok. Moi, le chiffre qui m'a interpellé, moi je suis au ministère de la Construction, c'est que vous dites que les particuliers produisent 2,5 fois plus de logements que les promoteurs. Alors, si tel est le cas, nous, en tant que ministère de la Construction, plutôt que de mettre le focus sur des exonérations fiscales à offrir à des promoteurs pour qu'ils produisent plus de logements, peut-être donc devrions-nous plutôt penser à shifter, à déplacer ces avantages-là vers des particuliers finalement. Puisqu'apparemment, c'est eux qui peuvent impulser la création, enfin ils réussissent à créer plus de logements que des promoteurs immobiliers professionnels sans bénéficier d'une quelconque exonération fiscale. Est-ce que vous seriez donc en faveur d'un programme qui cible le particulier, la création de logements par le particulier? Pas forcément au détriment des promoteurs, mais je veux dire, est-ce qu'on ne devrait pas penser à un programme dans ce sens-là? Bon, en réalité, de notre point de vue, un phénomène comme ça n'est pas, on va dire, dans l'ordre des choses, parce que c'est quand même anachronique que des acteurs industriels produisent moins que des particuliers. Si l'objectif, c'est vraiment d'adresser le gap du logement sur le marché, la problématique, c'est vraiment comment on booste les capacités de production dans le secteur. Donc, ça passe par l'industrialisation au niveau des promoteurs dans les méthodes de construction. Ça passe dans la résolution du financement, qui est pas simple. Il y a le sujet aussi du coût des intrants, parce que tout est importé. Donc, le plus on va produire de logements, le plus on va importer de portes, de serrures, de sanitaires. Et à la fin de la journée, ce n'est pas des choses à très grande valeur ajoutée, ou à très grande complexité industrielle, on va dire. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas produit localement, parce que les tailles efficientes minimum pour être rentables sur ce secteur-là ne sont pas très élevées. Donc, en fait, il y a beaucoup de distorsions dans le marché qui n'ont pas de sens, en fait, qu'il faut adresser. Oui, je voulais apporter peut-être une petite explication à ce point-là. Pour donner l'exemple de Bridge Bank, sur les 5 dernières années, je sais pas, on a fait du financement immobilier pour 30 milliards peut-être. Non, peut-être 30 milliards, c'est un peu élevé quand même, mais 10 à 15 milliards. OK? Mais dans ce financement immobilier, dans ce montant, on n'a financé aucun promoteur immobilier. Que justement les particuliers
qui nous présente des projets immobiliers, donc de petite taille, mais qui sont beaucoup plus bancables. Pourquoi? Parce que le promoteur immobilier, il construit dans l'optique de la vente, généralement. Mais le particulier, généralement, il construit dans l'optique de la location. Et donc, comme le banquier regarde le revenu qui permet d'assurer le remboursement, généralement, il a plus de visibilité sur le revenu locatif que sur le marché de la vente dans lequel il ne s'investit pas. Okay? Aujourd'hui, il existe des produits, des solutions de financement sur la place qui vous permettent, si vous êtes propriétaire d'un terrain, le ministère de la Construction a dit tout à l'heure, il faut avoir un ACD, donc c'est la base, et que vous avez entre 10 et 30% du coût d'investissement sur votre projet, vous pouvez lever le reliquat avec une banque. Et ce financement-là se fait sur la base des loyers futurs. Maintenant, chemin faisant, si jamais vous vendez vos produits immobiliers et que vous êtes capable de rembourser la banque plus rapidement, c'est tout bénéf pour tout le monde. Donc ça, c'est peut-être un des points qui pourrait justifier le fait que finalement les particuliers ont réussi à produire 2,5 fois plus que ce que les promoteurs immobiliers font. Et généralement, les promoteurs immobiliers qui se présentent devant les banques, ben, ils viennent finalement présenter aux banques un projet qui n'est pas, j'ai envie de dire, achevé. Donc, ça se limite à dire, j'ai un projet, j'ai des manifestations d'intérêt, donnez-moi l'argent, je construis, et quand je vends, je vous rembourse. Ça ne donne pas de la visibilité à une banque. Contrairement à quelqu'un qui dit, écoutez, j'ai un projet qui fait 1000, moi j'ai 200, je vais commencer les travaux, je suis prêt à déposer ces 200, vous me prêtez le reliquat, mais je vous rembourse avec la location. Comment on fait pour avoir un confort? En fonction de l'emplacement, en fonction d'une expertise commerciale venant d'une agence immobilière, on sait dire si le produit, si l'appartement, la maison, bref, le produit immobilier qui sera mis sur le marché pourra être loué ou pas. Et donc là, ça donne la visibilité à la banque. Encore une fois, il est nécessaire d'avoir une approche holistique sur cette matière de l'immobilier. Individuellement, travaillant en silo, on arrivera difficilement à couvrir le besoin du marché. On a besoin vraiment de faire en sorte que cet écosystème-là puisse être suffisamment lean et que les problématiques, les contraintes des uns et des autres puissent être adressées et imbriquées pour sortir avec une solution qui répond vraiment aux besoins du marché. Merci. Merci pour l'intervention, M. Diallo.